Donc, rebonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On va être ensemble pendant 40-45 minutes. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Nous aussi, parce on a à peu près toutes les agences Cadvision qui sont connectées. Donc, on va vous parler ce matin de la technologie DLP inventée par la société Envision Tech il y a à peu près 20 ans. Envision Tech qui se renomme depuis quelques temps la société E-Tech, qui a été rachetée en début d'année civile par la société certainement la plus financée de toute l'histoire de l'impression 3D, Desktop Metal, qui a également acquis il y a peu de temps des fabricants de résine, donc dont le numéro 1 mondial en résine souple, Adaptive 3D, et qui développe également une partie santé avec Desktop Health, mais ce ne sera pas le sujet de ce matin. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur le DLP. On profitera du témoignage de la société Edalis, basée en Loire-Atlantique et représentée par son PDG Nicolas Blanchard, pour vous montrer ce qu'on peut faire justement avec cette technologie incroyable. Donc, on est assez nombreux chez Cadvision ce matin à être connectés. On vous fera également faire un tour des agences, des showrooms et des différents systèmes pour évoluer en DLP Envision Tech. Bon, c'est très impoli, je vais commencer par Cadvision puisque j'ai la main. Pour les gens qui nous connaissent pas, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le domaine de l'additif. On a 3 gros pôles d'intégration. La partie intégration progicielle avec, par exemple, des CAO comme SolidWorks ou NC Space Clem, la partie intégration de scanner 3D et ce qui représente à peu près plus de 80% de notre chiffre d'affaires, la partie intégration fabrication additive, donc où on évolue encore une fois depuis plus de 20 ans et on comptabilise aujourd'hui un très grand parc d'imprimantes 3D en France géré en SAV par Cadvision, ce qui explique le fait qu'on est le plus grand parc de techniciens en France dans le domaine de la fabrication additive, avec plus d'un tiers de notre personnel qui est dédié au SAV des machines. Voilà, je ne m'étends pas plus sur Cadvision. On va rentrer dans le vif du sujet, la fabrication additive. Pour ce faire, je vais prendre une chaîne de valeur industrielle, allant de la conception à la production, pour renfoncer certainement des portes ouvertes et vous réindiquer que la fabrication additive permet d'améliorer la topologie des pièces avec des topologies plus pertinentes en termes de résistance mécanique, thermique, en termes de poids. La fabrication additive va également nous permettre beaucoup plus de personnalisation sans impact financier sur la personnalisation des différentes pièces, va nous permettre l'optimisation des pièces en évitant notamment des phases d'assemblage, de collage, de soudage, je ne sais quoi, puisqu'on va pouvoir imprimer directement plusieurs pièces assemblées, mobiles ou pas. La fabrication additive va nous permettre l'optimisation de l'outillage avec des outillages plus ergonomiques, plus économiques, mais également la réduction de stock d'outillage, mais aussi stock de pièces SAV. Et bien évidemment, la fabrication additive va nous permettre, et ça on s'en rend compte de plus en plus ces dernières années, d'optimiser la production puisqu'on va pouvoir sur le même cycle ou le même job produire tout un tas de pièces différentes, ce qui n'est évidemment pas possible sur des solutions soustractives, je pense à de la commande numérique ou injection plastique. Donc, pour franchir ces challenges de la fabrication additive, depuis 30 ans, on a 3 grandes familles en fabrication additive que sont les liquides, les solides et les poudres, pour faire très simple. Et derrière, vous voyez apparaître à peu près tous les trimestres des nouvelles technologies qui de plus en plus se marchent un petit peu les unes sur les autres. Encore une fois, ça fait 20 ans qu'on est dans le domaine, donc on a appris à faire la part entre le monde du réel et le monde du marketing, je dirais, donc entre ce qui fonctionne vraiment bien et ce qui fonctionne moins en termes de machines industrielles, c'est-à-dire également de pérennité technologique. Et donc, on a sélectionné ce qui se fait de mieux au niveau des liquides, à savoir le DLP, donc sujet sur lequel on va revenir de suite. Au niveau des solides, avec le dépôt de fil, technologie, je pense que vous connaissez tous maintenant, qui est extrêmement démocratisée. Et puis, au niveau de la poudre, avec 2 technologies, la technologie HP, MJF, qui est certainement la technologie qui permet le plus gros volume de production, et puis la technologie SLS inventée par la société EOS. Alors, pourquoi ce choix technologique, au-delà du choix des partenaires? Eh bien, parce que ces technologies, dans cette chaîne de valeur industrielle, se complètent plutôt bien avec des zones de recouvrement, fort heureusement, je dirais, puisque ça va permettre de faire aussi bien de la pièce unitaire, du prototype ou petite, moyenne, grande série. Et surtout avec, pour chaque technologie, un champ d'action plus ou moins important. Et vous le voyez, et c'est vrai que cette technologie, c'est un peu ma technologie chouchou, je dirais, la technologie DLP qui a vraiment un champ d'action extrêmement vaste et on va vous expliquer justement pourquoi. Alors, premier gros intérêt de cette technologie DLP, c'est qu'on va pouvoir produire sur n'importe laquelle des machines, c'est-à-dire de la plus petite machine que vous avez ici à la plus grosse,
on va pouvoir produire des dizaines ou des milliers de pièces parce que les machines sont faites pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Gros intérêt de cette technologie, ça va être, en fait, je dirais, tous les avantages des autres technologies regroupées en une seule, à savoir la précision. On va pouvoir faire des pièces extrêmement précises, extrêmement fines. La versatilité, puisqu'on va pouvoir produire aussi bien des matériaux rigides que flexibles, que souples, que biocompatibles, que feu fumé, on y reviendra. Des matériaux durables, ça ne nous a pas échappé. Les résines, aujourd'hui, on les trouve partout. Si on commençait il y a quelques années à les trouver dans le dentaire, on les trouve aujourd'hui sur le sol de nos usines. On les trouve également sur les sols de terrasse. Donc, les résines, aujourd'hui, sont extrêmement résistantes, ne sont plus sensibles aux UV comme ce fut le cas pendant de longues années. Donc, on a vraiment aujourd'hui des pièces durables, aussi bien dans le temps que mécaniquement, thermiquement. Et puis, donc, comme on vient de le voir sur les deux images précédentes, eh bien, on va pouvoir aller très rapidement dans la production avec énormément d'économies parce que l'investissement machine est faible, parce que le coût matière n'est pas très important et parce que le temps homme est moindre. C'est évidemment ici, en général, que le bas blesse dès qu'on parle de production. Voilà un petit peu pour ma partie très rapide. J'en ai déjà trop parlé. Je vais laisser la main à Manon, qui va vous expliquer un peu mieux la technologie. À toi, Manon. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc déjà, avant de vous expliquer un petit peu plus en détail la technologie, on va faire un historique sur la partie DLP assez bref. Donc cette technologie, elle a été inventée il y a plus de 20 ans maintenant par Texas Instruments, que tout le monde, je pense, connaît au moins de nom. Suite à cette invention de technologie, Envision Tech, en fait, s'est calqué sur cette projection d'image pour l'intégrer à leur technologie d'impression 3D. Donc, c'est le même procédé. L'avantage principal de l'évolution de cette technologie, c'est qu'il y a une multitude de composants, et on le voit ici sur le premier graphique, qui a été inventé ou réinventé en termes d'innovation depuis plusieurs années maintenant, et ça continue encore une fois d'évoluer. Donc, ça amène déjà deux avantages principaux. Le premier, c'est que du coup, on a réussi à créer ce qu'on appelle les lampes UV. On en connaît tous, on en a dans la vie de tous les jours, dans notre vie particulière, mais on les utilise aussi dans nos technologies DLP résine. Et l'autre avantage, et là, c'est vraiment un bond, on va dire, dans le temps, c'est l'évolution des résolutions. C'est-à-dire qu'on arrive à être de plus en plus précis en termes de résolution au fil des années et au vu de l'innovation et du développement de cette technologie. Si on se concentre un petit peu plus sur la partie technique, donc la technologie utilisée, on est dans un grand bac de résine, d'accord, avec de la résine liquide. On a dessous le projecteur qui va venir flasher notre plateau de fabrication. D'ailleurs, peu importe la taille de l'image, quand on vient flasher, c'est le même principe qu'un tampon-encreur, on arrive à flasher l'entièreté du plateau. Donc, ça n'augmente pas les temps d'impression. Ça, c'est la technologie DLP dans son ensemble. Il y a des sous-catégories à cette technologie DLP. Il y a deux méthodes de faire. La première méthode, c'est le bottom-up. C'est ce qu'on voit le plus sur les montres de bureau DLP. Donc, on a notre bac de résine, on a le plateau qui va descendre à son axe d'origine directement dans la résine. Alors, il faut savoir que c'est des bacs de résine qui sont assez limités. On ne va pas mettre des litres et des litres de résine liquide. C'est vraiment dédié sur des imprimantes de bureau. Et au fur et à mesure de la polymérisation, de l'impression et de la production de nos pièces, le plateau de fabrication, d'accord, je ne parle pas du bac qui contient la résine, va remonter petit à petit. Donc ça, c'est la première, on va dire, grande sous-catégorie. Dans cette sous-catégorie, il y a plusieurs possibilités. Alors, on ne va pas toutes vous les présenter aujourd'hui, mais il y a déjà une première, on va dire, partie, une première techno qui est utilisée sur la plupart de nos machines Envision Tech, c'est le CDLM. Pour simplifier, c'est qu'on va réussir à imprimer donc, toujours via le projecteur, mais de façon continue. Vous savez, on est dans un bac qui contient quand même on va dire un certain contenant de résine liquide. On vient plonger un plateau, donc on a un effet d'aspiration, un effet de succion qui va se créer. Donc le CDLM, ça nous permet en fait d'avoir des temps d'impression qui sont réduits via l'interstice qu'Olivier est en train de vous montrer sur la présentation, qui est une légère, on va dire, couche d'oxygène. On ne voit pas, c'est de l'oxygène à l'œil nu, ce n'est pas possible. Et ça va nous permettre en fait de faire bouger la plateforme de fabrication de façon continue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le pixel shifting. Donc là, en fait, on va juste venir entrecroiser des pixels pour créer ce qu'on connaît en 3D, le voxel. Et ensuite, donc, le pixel tuning, où là, en fait, on va venir lisser la surface des pièces. Et ça nous permet d'avoir, du coup, moins les effets, vous savez, de vagues, de strates
qu'on connaît sur ces technologies. Donc ça, c'est la première partie bottom-up. Il y a une deuxième possibilité avec les technologies DLP, c'est le top and down. Donc là, en fait, on prend tout l'inverse de ce que je viens de dire. On a un grand bac qui contient des litres de résine, d'accord? On n'est plus sur une petite plateforme de bureau. Et là, donc on plonge directement au fond de la plateforme notre plateau de fabrication et ensuite, on va venir du coup le remonter petit à petit. La principale différence, c'est qu'on va venir flasher par le haut nos pièces plutôt que par le dessous. Et donc ça, c'est une technologie qui est grandement utilisée pour imprimer tout ce qui va être matériaux souples ou matériaux élastomères. Mais on y reviendra un petit peu après. Les principales étapes de ce processus, donc première étape avant d'imprimer, c'est qu'il faut choisir sa résine. On va le voir juste après. Il y a un grand choix matière sur ces imprimantes Envision-Tech. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise matière. On va dire qu'il y a une matière qui répond à un besoin ou à un cahier des charges. Donc, en fonction de ce que vous voulez, on aura toujours la matière qui correspond bien. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va venir slicer nos pièces, comme on dit dans le jargon de l'impression 3D, dans le logiciel qui pilote l'imprimante. Donc là, on va juste venir positionner nos pièces sur le plateau et optimiser au maximum les supports. Dernière étape avant d'appuyer sur le bouton de la machine, c'est de venir faire le chargement de la matière. Petite précision, on est sur un chargement de la matière manuel, d'accord? On a des bidons de 1 litre, 1 kg, pardon, qui nous permet du coup de faire les remplissages directement à la main. Et gros avantage au passage, c'est qu'on a du coup la possibilité de changer des matériaux de façon assez simple. Donc une fois qu'on a réalisé ces 3 étapes, on appuie sur le bouton de la machine, on ne s'occupe plus de rien, elle imprime. Une fois que l'impression est terminée, on vient récupérer nos pièces pour les libérer du plateau de fabrication. Il reste toujours un petit peu de résine liquide, hein, on est dans un bain, donc il va falloir pouvoir les manipuler à terme. Donc on va venir les nettoyer, d'accord, dans une cuve chargée donc, avec des solvants, soit de l'alcool iso, soit d'autres solvants qui sont, on va dire, un peu moins puissants. Une fois que ce nettoyage, alors petite précision, hein, le nettoyage c'est quelques minutes, d'accord, ça dépend des matériaux, il y a des fiches de recettes, mais dans tous les cas c'est du temps masqué. Une fois qu'on a fait ce nettoyage, on va venir cuire aux UV nos pièces pour avoir une polymérisation complète de cette dernière. Une fois que ces étapes sont terminées, et je pense que Nicolas Blanchard en parlera mieux que moi après, on a déjà des superbes états de surface, on a des pièces qui sont fonctionnelles, qui sont présentables, mais si le cahier des charges, vos besoins le demandent, il y a la possibilité d'appliquer toute finition qu'on pourrait connaître, que ce soit de la galvano, de la métallisation, de la reprise en usinage, vraiment tout est possible. Donc ça, c'était vraiment la partie, on va dire, technique, historique. Si maintenant on rentre un petit peu dans les matériaux, alors il y a énormément de matières, je l'ai dit précédemment, on ne va pas toutes les présenter. Donc là, on commence par la première catégorie où on est sur des matériaux type ABS, qu'on peut connaître en dépôt de film ou en injection. On a une deuxième catégorie de matériaux où là, on est sur des matériaux un petit peu plus techniques, un petit peu plus spécifiques, notamment la matière irrigide que vous voyez tout en haut de la présentation. Nous, c'est la matière, honnêtement, que nos clients utilisent dans 80% des cas. D'accord, c'est une résine en rapport qualité-prix qui est très très bien. Autre catégorie, parce qu'on peut aller encore plus loin avec ces machines, c'est des matériaux qui ont des hautes résistances, que ce soit thermique, que ce soit mécanique. Il y a une matière en particulier où on va faire le focus aujourd'hui avec la société Edalis, c'est l'IND 406. C'est la matière qu'Olivier vous montre ici à l'écran. On est sur un semblable polypropylène. On tient à 107, 110 degrés une fois qu'on a fait le recuit thermique. Donc, c'est vraiment une super matière. Et enfin, possibilité aussi avec nos machines Envision-Tech d'imprimer des matériaux souples, des matériaux élastomères. Et focus aujourd'hui aussi sur la partie IND 402 qu'Edalis utilise. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Je suis allée très très vite parce que je pense que la partie intéressante arrive juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous couper si besoin. Super, merci beaucoup Manon. Donc, je pense que vous êtes tous venus surtout écouter Monsieur Blanchard de la société Edalis. On va lui laisser la parole. Nicolas, vous nous entendez? C'est bon.
Super. J'en profite juste, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions. Là, pour l'instant, on a déjà une question, on va y répondre juste après. La question, je vais répondre directement pendant que Nicolas se prépare. C'est quelle est la taille des pièces? La taille des pièces va dépendre de la machine, puisqu'en fonction de la machine, vous allez pouvoir faire des pièces de 15 cm à 40 cm à peu près. Et ce n'est pas fini. Je vous laisse la parole, Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier et merci Manon pour l'introduction. Une présentation des Dalis rapide pour qu'on puisse intervenir directement sur les pièces qui peuvent vous intéresser. Donc, on est basé à côté de Nantes, exactement le Robotro. On a plusieurs domaines d'activité. Donc, on a un bureau d'études intégrées, ce qui nous permet réellement d'avoir des activités très diverses dans l'industrie. Nous avons aussi un gros atelier d'impression 3D intégré, donc avec du métal, beaucoup de FDM et dernièrement donc les machines résine. Cet investissement a été réalisé, en fait, on produit des pièces pour des clients. On ne produit pas des pièces pour notre propre service et notre propre utilisation. On est vraiment un fabricant de pièces pour l'industrie en général, mais pour des clients divers. Donc, on a rentré les Envision One pour pallier un petit peu justement à tous les problèmes qu'on avait en FDM, notamment ce qui est porosité et technicité, qualité des pièces. Donc, quelques exemples de ce que l'on fait habituellement. On est vraiment dans du très haut de gamme, nous, en méthodologie fabrication additive. Ça va des gabarits de tuyauterie, des moules de drapage, des supports de câbles électriques, en passant par différents outillages de perçage. Nous avons un bureau d'études intégré, donc ce qui nous permet réellement de travailler en commun avec les clients pour définir ensemble la meilleure des technologies et le meilleur choix matière possible. Ça, c'est un exemple que vous avez concernant une invention qu'on a faite sur des pièces imprimées en Ultem avec un drapage carbone pour avoir une meilleure résistance concernant des pièces ultra fonctionnelles, puisque la moto que peut-être déjà vous avez vu sur certains salons, beaucoup de pièces sont réalisées en fabrication additive. Et pour les rendre encore un peu plus correctes en termes d'outillage et de légèreté, on vient draper du carbone dessus pour pouvoir faire un outillage ultra léger. Passer au suivant, Olivier. Ouais, c'est fait, Nicolas, je suis sur le scanner. Pardon, excusez-moi, on a un décalage alors. On a donc aussi un scan de contrôle, donc on fait de la reconstruction, on fait du contrôle avec, aussi bien avec des scans manuels que des scans mis sur des bras. C'est vraiment pour vous montrer en gros les différentes réalisations qu'on fait et les moyens que nous avons et qui vont vous permettre justement d'arriver réellement sur un cas d'application dans VisionTech, c'est que nous avons un client qui nous a demandé de réfléchir sur un kit d'aspiration. Donc, ce kit d'aspiration a d'abord été réalisé dans plusieurs matériaux possibles et aussi bien en plusieurs méthodologies possibles. Sauf qu'on a un gros problème au niveau de cette aspiration-là, c'est que les produits aspirés sont assez toxiques, donc ne doivent laisser aucune trace sur les différentes parties réalisées pour faire cette aspiration-là. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un kit qui permet d'aller chercher à la source réellement ce qu'on appelle les peintures chromatées. Donc, on a fait plusieurs études, on a fait plusieurs essais en commun avec le partenariat de CADVision pour réellement choisir la matière la plus adaptée possible à ce que les personnes du bureau d'études avaient réalisé chez nous. Donc, l'idée, en fait, comme vous avez pu le voir dans la slide précédente, c'est un kit complet qui est fait. Pour l'instant, la commande est 250 boîtes. Donc, on les verra tout à l'heure. La boîte, c'est un kit complet où vous avez dedans beaucoup de pièces réalisées à partir de ces machines en VisionTech. Fatalement, d'autres produits qui sont du commerce et qui n'ont pas l'utilité d'être sur des machines comme ça. Mais l'idée principale, et c'est le but réel de ces investissements, c'est que chaque pièce du kit est susceptible d'être perdue, est susceptible d'être
réutilisés sur un autre kit, d'être mélangés à d'autres kits. Donc, c'est que le premier kit jusqu'au 250e kit, pour l'instant, les produits soient interchangeables. Donc, une qualité de finition indispensable pour pouvoir réaliser ça et faire un produit sur du long terme. On sait tous, hein, à un moment donné, les produits vont être cassés, perdus, etc. L'idée, c'est demain, si un futur client prend juste la pince que vous voyez à gauche, la buse d'aspiration, il doit réellement pouvoir la monter sur un kit qu'il a acheté il y a 1 an. Et c'est pour l'instant la seule méthodologie qu'on a trouvée pour réellement faire cette interchangeabilité-là en termes de précision, de qualité de pièce. Il y a des principes que l'on a réalisés justement. Ce système de clip indémontable, eh ben, il n'y a que la méthodologie de fabrication additive qui le permet. Donc, on se sert des différentes possibilités de l'impression 3D pour réaliser des choses qui ne pourraient pas être possibles. Donc, tout ce que vous voyez là, alors on se sert de pièces mécaniques. Hein, le ressort, il n'est pas fabriqué en impression 3D. Hein. Il est fait de façon mécanique, mais tout ce qui est réalisé en fabrication additive est répétable. Alors, pourquoi la fabrication? C'est sa capacité de production. J'ai insisté, donc vous l'avez bien compris, sur la répétabilité. Le coût des pièces, parce qu'on aurait pu très bien réfléchir pour une partie pour réaliser ces pièces-là en moule. Il s'avère qu'on a fait les calculs et il aurait fallu vendre 2500 kits au lieu de 250 kits pour pouvoir passer en injection moule. Et puis, certaines pièces, je pense que maintenant, comme on les a pensées en fabrication additive, vont être très difficiles à réaliser en démoulage pour des moules simples. Donc, on l'a fait aussi pour le coût-pièce parce que, comme Manon disait tout à l'heure, on peut imprimer aussi plusieurs pièces en même temps. La rapidité d'exécution, c'est pour ça que nous avons investi aussi 2 machines, hein, parce qu'on va 2 fois plus vite, fatalement. L'état de surface en sortie de process, parce que je vous le rappelle, hein, on avait tout à l'heure de l'aspiration. Donc, si nous avons un mauvais état de surface intérieur, le flux intérieur peut être dégradé par des aspérités ou des surplus de matière qui pourraient dégrader réellement l'aspiration, alors que le challenge était de garder ce débit important. Et fatalement, le détail fin sur les pièces, vous allez le voir physiquement, il y a des parties de la pièce qui font moins d'1 millimètre, mais qui sont réellement solides. Alors, on est arrivé à ça, et ça je tenais aussi à vous le préciser pour aussi peut-être vous rassurer, c'est que les matières, il y en a tellement, comme disait Manon, que c'est par l'appui de CADVision qu'on a pu réussir réellement à trouver cette matière qui puisse répondre à la globalité de notre cahier des charges. Et puis, on a aussi une pièce souple, même si on n'a pas les machines spécialement adaptées pour du souple, parce qu'on vient… ce n'est pas la machine que Manon vous présentait, et la technologie que vous présentait Manon tout à l'heure, mais au départ, la série de pièces était réalisée, on avait peu de pièces à faire. Donc, l'idée de cette invention qui a été réalisée et brevetée par Airbus, c'est de récupérer les rivets qui servent à fixer les pièces dans les avions. À l'heure actuelle, avant d'avoir créé ce produit-là, il n'y avait pas de sac de récupération, donc les rivets tombaient et étaient aspirés par différentes personnes au sein. Donc, l'idée, c'était de récupérer le système, mais ne pas abîmer les pièces avions qui se situent à côté. Vous pouvez passer, Olivier, hein, sur le slide précédent. Donc, sur le slide, excusez-moi. Donc, l'idée, en fait, c'était de faire cette pièce en low kit, comme disait tout à l'heure, en 402. Donc, on a réellement réussi à faire le projet. Le souci, alors qui n'est pas un souci, hein, c'est parce que les pièces ont tellement plu qu'on est monté à plus de 300 pièces et on va monter certainement à 1200 pièces. À un moment donné, la technologie fabrication additive a des limites. Donc, on est passé par la réalisation d'un moule parce que moi, la première pièce coûte tant, la 300 pièces coûte juste un petit peu moins cher, mais la 1500e, elle coûtera le même prix que la 300e. Donc, d'un point de vue économique, on est passé par la réalisation d'un moule. Le souci que nous avons de temps en temps, c'est que comme nous réfléchissons
fabrication additive, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas faire autrement, c'est qu'on a un peu de mal à démouler quand même les pièces, puisque vu la complexité de la pièce, ce n'est pas spécialement facile à démouler. Voilà en gros ce qu'on voulait vous présenter sur des slides. Ce qu'on peut faire, Olivier, c'est si ça vous intéresse. On va passer en caméra du coup. On va passer en caméra pour que vous voyez réellement les pièces et les produits finis. On vous laisse 1 minute le temps qu'on rejoigne la salle de fabrication. Ouais, ça marche. Donc, on a bien compris que la fabrication additive avait permis chez Edalis de vendre un projet jusqu'à arriver à un moule pour la pièce souple. Et en contrepartie, sur la même machine qui a servi à prototyper cette pièce souple, à produire des pièces rigides et à remporter d'autres marchés. Donc, on va laisser Nicolas et Kevin se mettre en place pour vous faire une petite visite justement de la partie production. Donc, du coup, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez, vous entendez correctement. Super. OK. Donc, ce qu'on vous montrait tout à l'heure en slide, en fait, le but final du produit, c'est de l'adapter sur des perceuses, des meuleuses, etc., pour que vous puissiez directement, en fait, que l'on puisse aspirer à la source réellement le produit. L'idée qu'on avait de cette répétabilité-là, c'est de pouvoir, dans n'importe quelle pièce, pouvoir faire interchangeable. Donc, compte tenu de la précision réelle des pièces, il n'y a que cette technologie-là à l'heure actuelle qui nous permet de le faire. C'est un système quart de tour. Ça, ce n'est pas imprimé. Tout ce qui est pièces faciles d'usinage, on reste en pièces d'usinage. Comme vous voyez ici, en fait, on a une pente sur l'ergot qui est ici. Et on a donc une pente inversée aussi à l'intérieur. Et compte tenu de la précision, il n'y a que cette méthodologie-là qui vous permet de le faire. Donc, c'est réellement l'idée d'interchangeabilité pour la création d'un kit et de l'adapter à tout système de perçage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des pièces à l'intérieur qui sont en cours de finition. Donc, l'impression est terminée là. Ce que vous voyez avec l'écran, en fait, c'est réellement les puces que j'avais dans la main tout à l'heure et qui vous montrent le produit fini. Donc, quand on parle de série, 250 kits, c'est 250 pièces de chaque. Donc, on doit avoir 3000 et quelques pièces, je pense, imprimées à l'heure actuelle. Ça, c'est le souple que l'on vous montrait tout à l'heure. Vous regardez, c'est assez costaud. Nous, on a été assez bluffés réellement. Parce qu'en FDM, nous faisons aussi du souple. En FDM, on peut faire de très grandes pièces souples qu'on ne pourra pas faire sur cette technologie-là. Mais réellement, la qualité du souple, comme vous pouvez la voir, correspond réellement à nos attentes. Donc, on fait quand même pas mal de souple, même si maintenant, on disait tout à l'heure que la technologie qu'on a, elle n'est pas simple à utiliser, mais elle permet quand même de faire des belles pièces. Voilà en gros ce qu'on peut vous dire sur la fabrication additive avec les machines en vient de voir. Super, Nicolas. Merci. Vous pouvez peut-être nous emmener rapidement dans l'atelier, voir les pièces que vous avez en stock. Ah, le kit? Oui. Alors, on va le faire en live parce qu'ils sont tous en train de travailler dedans. Ah, super. Alors, par contre, on n'a plus l'image. Vous êtes avec nous? Est-ce que vous voyez? Super. Le son. Vous m'entendez ou pas? Super. Hop. Là, on a les différentes boîtes de kits. Et puis, l'atelier de montage avec les différentes pièces d'impression 3D ou d'usinage qui sont toutes ici. On assemble les différentes pièces, notamment ici une pièce du commerce, la brosse, avec un embout fabriqué en impression sur les machines One Vision. Et puis là, tous les embouts qu'on a pu voir tout à l'heure. Hop, je prends un exemple. Voilà, différents embouts
Ce sont des pièces creuses, donc pareil, très compliqué à fabriquer dans d'autres technologies. Les machine One Vision permettent de faire des pièces assez techniques. Et puis, elles sont toutes compatibles les unes avec les autres, sans faire d'ajustement pièce par pièce. Voilà. Super, merci. Ça vous montre réellement, en fait, ce qu'on vous disait tout à l'heure sur la technologie qui est réellement précise en termes de finition pièce, parce qu'on parle de tolérance dans le montage de l'ensemble de ces pièces-là. Comprenez bien que là, c'est un vrai test réel, c'est que la personne qui fabrique les kits peut prendre n'importe quelle pièce dans quel bac et l'adapter à chaque pièce. Merci. Merci. Super, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure également à Nicolas et Kevin. On va rester en caméra embarquée. On va vous faire voyager. Manon, est-ce que tu es là? Olivier. Super. Alors, on va commencer par Manon. On va aller sur Guyancourt pour voir un autre modèle de machine que l'Envision One. On ira après sur le showroom de Nantes avec Vincent Beignet. Et puis, on finira par l'agence de Valence. Alors, je vais juste te mettre en plein écran, Manon. Vas-y. Hop. C'est à toi. Donc là, du coup, il y avait le premier modèle. Donc c'est l'Envision One classique, le plus petit modèle, pardon. Et ensuite, juste là, donc on a la P4K Advantage, qui est une machine qui possède un XY un petit peu plus grand, donc avec un plateau qui sera un petit peu plus généreux. Il faut bien comprendre sur les technologies de DLP résine. Nicolas l'a très bien dit, Olivier aussi. Tous les intervenants l'ont précisé. On est sur des pièces précises. On est sur des pièces où on va être parfois limité sur les dimensions. C'est tellement précis que ce n'est pas un vrai frein, on va dire, bloquant, parce qu'il y a la possibilité de faire des assemblages derrière, donc soit par collage, ou soit au moment de la CAO, on prévoit des mâles-femelles pour refaire l'assemblage. Donc là, c'est vraiment une machine avec le XY, du coup, plus important. La possibilité aussi d'avoir tous les matériaux Envision Tech et des autres chimistes, notamment des matériaux haute température et haute performance. Voilà pour cette machine-là. Ok, merci Manon. Je crois qu'elle a une forme un petit peu particulière, cette machine-là, parce que là, on la voit ouverte. Et tu as un plateau en marbre sur le dessus. Exactement. En fait, comme là, effectivement, on est sur une dimension de plateau XY qui est un peu plus important, il faut garder une très, très bonne stabilité au niveau du bac qui contient la résine. Donc, en fait, il y a un vrai plateau en marbre de un peu plus de 5 cm qui est positionné en fait juste avant le bac qui contient la résine. Super, merci Manon. Vincent B, est-ce que tu es avec nous? Vincent Beignet. Je suis là. Tu es là. Alors, je crois que ton modèle, toi, ressemble à une Envision One, mais en un peu plus grand. Alors, c'est la même machine que chez Edalis et Monsieur Blanchard, sauf que moi, je bénéficie d'une hauteur de 330 mm. Donc, en termes de plateau, la surface, je suis sur les mêmes dimensions, 18 par 10, mais une hauteur de 330 mm qui permet de faire des pièces avec un OZ, une grande hauteur, comme des tubulures, des carters, ou aussi produire en forme de grappe. On pourra vous montrer cette méthode par la suite. Donc voilà. Je suis sur un système complet qui s'intègre très facilement, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez des bouteilles que vous venez verser dans le plateau assez facilement. Une fois que ma résine est prête et que ma résine est prête, je lance en production assez facilement. Ici, là, vous avez vu des pièces qui sont attachées sur le plateau. On voit bien. Ces pièces, je vais tout simplement venir les dégrossir un petit peu dans de l'alcool dans un petit bac qu'on a souillé. Et puis, je vais utiliser une cuve dans laquelle j'ai mon liquide de nettoyage. Et là, je vais lancer un cycle automatique de 6-7 minutes environ. Une fois que j'ai retiré les pièces de cet endroit, je retourne à côté de ma machine et je viens terminer la polymérisation UV. Et ça, pareil, c'est automatisé avec un petit cycle de 7 minutes. Et après, mes pièces sont prêtes. Voilà, Olivier. Merci, Vincent. Et je crois que sous la machine, on aperçoit le concentrateur d'oxygène qui te permet de bénéficier de cette technologie CDLM et de faire la fabrication continue. Je me permets juste une précision. Vous voyez, derrière, on a juste
Ça se branche sur le 220. Il n'y a pas forcément de système particulier pour intégrer ces machines. Il faut un endroit assez aéré et après, tout roule. Ça s'intègre super bien. Super, merci Vincent. D'un Vincent, on va passer à un autre Vincent. Est-ce que Vincent C, tu es avec nous? Vincent, tu nous entends? Oui, je vous entends, oui. Tout à fait. Bonjour. Donc, on va pouvoir vous montrer sur le showroom de Valence la One que vous connaissez déjà, on a vu chez Edalis, et la petite D4K que je vais ouvrir, donc qui est un des best-sellers de chez Envision, qui permet de travailler avec des très très belles résolutions. Même chose que ses grandes sœurs, avec un écran tactile, le bac dans lequel on met la résine, des pièces que vous voyez qui ont été imprimées, la chaîne de petits accessoires pour le nettoyage et le four UV qu'on a juste à côté. Donc cette machine va, avec un tout petit prix, permettre déjà de travailler avec des très très belles résolutions. On va pouvoir faire des pièces, des posages dans l'horlogerie, des outillages, des connecteurs, des pièces qui demandent des très grandes résolutions seront faisables sur cette machine. On va pouvoir parler de couches de 25 à 150 microns pour avoir des états de surface et des résolutions qui sont extrêmement bonnes. Merci Vincent. Donc oui, il faut savoir que cette D4K est la machine DLP la plus précise au monde, et elle est utilisée dans de nombreux domaines, que ce soit dans le domaine des appareils auditifs, dans le domaine du dentaire ou bien évidemment de la joaillerie. Énormément de finesse. J'en profite pour vous rappeler que toutes ces machines seront visibles la semaine prochaine à Eurexpo lors du 3D Print donc à Lyon. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand C18 pour voir toutes ces machines en vrai de vrai et les possibilités qu'elles peuvent vous procurer. Bien, donc vous l'aurez compris, je vais repartager mon écran. Clac. Hop. Vous voyez mon écran, j'espère? Oui. Ouais, super. Donc, vous l'aurez compris, cette technologie donc, permet précision, versatilité des matériaux, on en a parlé, durabilité de ces 10 matériaux et puis de la production. Nicolas nous l'a bien montré chez Edalis. Donc, une gamme complète de machines, donc allant de la D4K jusqu'à la Extreme qu'on n'a pas pu vous montrer pour le moment, donc qui a un plateau extrêmement généreux. Donc, ça faisait d'ailleurs partie d'une question. Quelle était la taille? Hop, je vais afficher la question en même temps. Donc, on va aller de 15 cm par 8 jusqu'à du 45 cm par 37 par 40. Donc, voilà, donc des volumes plus ou moins généreux en fonction des besoins, avec à chaque fois tout un tas de brevets technologiques par cet inventeur de la technologie DLP qui est Envision Tech, qu'on est censé appeler E-Tech maintenant, le temps qu'on s'y fasse. Et puis, juste une particularité, vous voyez ici des machines dites HT, donc pour haute température. Donc, ce sont des Envision One comme celles que vous venez de voir, sauf qu'elles vont chauffer l'enceinte et chauffer la résine. Ces machines vont être nécessaires pour une seule résine aujourd'hui, pour la résine feu fumé, la UL94V0 certifiée FST Aero, donc, qui est une résine de chez Loctite, comme beaucoup d'autres qu'on vous a cité tout à l'heure, et qui s'appelle la 3955 de chez Loctite. Donc, c'est la seule résine qui nécessite d'avoir des imprimantes bien spécifiques avec thermorégulation et chauffage. Tous les autres matériaux, et on l'a dit plusieurs fois, il y en a énormément, puisqu'il y en a plus de 170, fonctionnent sur à peu près toutes les machines que vous avez ici à l'écran. Bien, on va en profiter pour répondre à vos questions. Alors, j'ai une question. Quelle est la dureté minimum et maximum de la matière souple? Donc, j'ai répondu tout à l'heure par écrit. On va aller sur des shorts A de 28 à 90, donc en passant par des 50, des 70, etc. Il faut savoir une chose importante dans les matériaux souples, c'est que Desktop Metal a racheté la société donc, Adaptive 3D, je vous le citais en préambule, qui est le numéro 1 des matériaux souples résine.
et donc qui est un chimiste et qui développe énormément de résine souple, donc avec des capacités d'allongement et de rupture avant déchirure qu'on ne trouve pas dans d'autres marques. Donc aujourd'hui, Desktop Metal a vraiment cette hégémonie de par les machines depuis le rachat d'Envision Tech et de par les matériaux, de par le rachat d'Adaptive 3D, et d'autres vont suivre derrière. Donc en matériaux souples, vous ne trouverez pas mieux en résine que l'offre aujourd'hui proposée par Desktop Metal. Autre question, donc la taille des pièces, j'espère que j'ai répondu en vous montrant les tailles de plateau. Autre question de M. Canfran d'AR. Donc, concernant les problématiques pièces aéro, allons-nous voir des résines compatibles. Donc c'est bien la 3955 de chez Loptit qui permet aujourd'hui une certification FST. Votre question, Hugues, quant à la durabilité d'une trentaine d'années. Alors, il faut savoir que ces résines sont durables. La seule, entre guillemets, problématique, c'est que pour le prouver, il faut payer les tests. Et c'est très, très onéreux. Donc aujourd'hui, on a la chance de travailler avec les meilleurs chimistes, dont Henkel Loptit, que je pense que vous connaissez tous, utiliser leurs produits un peu partout dans l'atelier. Et donc, on attend les fins de tests de la part d'Henkel Loptit ou d'autres, comme Somos ou Adaptive, sur la preuve, je dirais, de la durabilité en termes d'années. J'ai une autre question sur le temps d'impression. Est-ce qu'il est plus rapide en DLP qu'en FDM? Alors, je vais peut-être repasser la parole à Nicolas, qui a quand même un très gros parc FDM. Nicolas, vous êtes toujours avec nous? On est toujours là. Donc, oui, le temps est beaucoup plus rapide avec cette méthodologie-là qu'en FDM. Donc, comme le disait Manon, le projecteur va venir flasher tout ou partie du plateau. Donc, que vous ayez une pièce ou 50 pièces dans votre bac, ça va être la même durée par couche. Donc, ce qui va faire la durée d'impression, c'est vraiment le Z, la hauteur. Sachant qu'on ne l'a pas dit pour l'instant, d'ailleurs, c'est une faute. Pour vous donner un exemple de ce que vous avez vu qui était dans la machine tout à l'heure, l'impression a duré 1h30 pour 8 pièces du kit. Ouais, pour le connecteur, ouais. On aurait, je pense, au minimum doublé en FDM. Et il faut savoir que les pièces sont isotropes, c'est-à-dire qu'on va pas chercher l'orientation qui sera la plus avantageuse pour la résistance en Z. On va au contraire plutôt mettre les pièces très souvent en diagonale. Donc on va pouvoir du coup imbriquer de façon plus sereine par rapport au FDM où c'est vrai on se contraint vraiment à mettre la pièce le plus à plat possible. Autre question, est-il possible de réalimenter le bac en résine lors d'une impression? Allez, c'est pour toi, Manon. Oui, c'est possible. En fait, on peut même faire plus simple. Quand on est par exemple sur des Envision One Pixel, vous avez la possibilité d'avoir accès à des bacs qui permettent de ne pas avoir besoin de faire le remplissage de la résine en cours d'impression pour un job complet. Si jamais le cas arrive, parce qu'on a oublié de remettre de la résine ou parce qu'on n'a pas eu l'œil du premier coup, c'est tout à fait possible. On met en fait la machine en pause, on attend qu'elle redescende sur son axe d'origine, on fait le refill, le remplissage et on referme le capot, on rappuie sur play. Donc c'est possible de le faire en cours d'impression. Ok, merci Manon. Une autre question très intéressante. Est-on obligé de placer une base ou des supports entre la pièce et le plateau? Ah bah, Manon, puisque tu étais en train de répondre, je te laisse la main. Pas de souci. Alors, en fait, il y a deux possibilités. On essaye toujours d'avoir le minimum de support possible, forcément pour gagner, on va dire, de la matière, des coûts et du temps de nettoyage de pièces après. Quand on est sur des pièces, il n'y a pas de vraies règles. Quand on est sur des pièces qui vont avoir des dimensions assez raisonnables, donc quand on est vraiment sur de la petite pièce en centimètres, voire en millimètres, il n'y a aucun souci à le poser directement sur le plateau. Parce qu'il n'y a pas un gros effort et un gros effet ventouse lors de ces impressions. Par contre, quand on est sur des pièces type empreinte ou d'autres pièces qui ont des parois très massives, qui sont sur des dimensions plus importantes,
On évite parce qu'il y a une grosse force d'arrachement et ça peut abîmer en fait votre bac qui contient la résine quand le plateau va venir au fond lors de la fabrication de chacune des couches. Donc, il n'y a pas de vraies règles, on fait attention. Après, le support est tellement optimisé sur ces technologies-là qu'on peut se permettre de mettre 1 cm de quelques pointes de support sur notre pièce entre le plateau et la classe modèle. Ouais, merci Manon. Donc, vous l'aurez compris, tout est ouvert au niveau de la gestion des supports également. Et en général, sur les petites pièces, on peut en effet les imprimer directement sur le plateau. Alors, il faut savoir aussi, si jamais vous avez eu l'expérience de machines résine, on ne va pas citer de marque, mais où il faut enlever les supports à la pince coupante, c'est absolument pas le cas ici. On a des points d'impact qui sont microscopiques au niveau des tiges de support qui, encore une fois, sont très peu nombreuses. Et on enlève les supports directement avec la main. Ça s'arrache naturellement. Donc, vous pouvez être amené à repasser un petit coup de ponceuse pour ne plus du tout avoir de traces d'impact, mais c'est extrêmement faible. Je reprends une autre question sur la durabilité et la recyclabilité. Alors, la recyclabilité, ça, c'est un vaste sujet. La question est qu'en fin de vie de la pièce, on peut réutiliser la résine. Alors, ça sous-entend la refonte. Il faut savoir que dans ces résines, on a quand même des nanoparticules de produits actifs qui permettent donc justement le durcissement de cette dernière. Donc, ma réponse, ce serait plutôt non. Vous attendez pas à recycler et à refondre une résine. Par contre, il faut savoir que cette technologie est la technologie qui a le moins de pertes. D'abord parce qu'il y a peu de support, encore une fois, on le répète. Mais surtout, toute la résine que vous n'avez pas utilisée dans votre bac, vous allez tout simplement la remettre dans votre bidon pour changer de résine si vous n'avez pas un deuxième bac. Donc, il y a vraiment très, très peu de pertes. Si je compare par exemple à une technologie très connue comme le FDM, on va avoir énormément de supports sur tous les porte-à-faux supérieurs à 45 degrés. Là, ce n'est absolument pas le cas, puisque les supports servent plus à un maintien de la pièce sur le côté arrachement-succion et empêcher la rotation de la pièce. Autre question, est-il possible de noyer des inserts? Alors non, là par contre la réponse est un non catégorique. Vous ne mettez pas d'insert pendant la fabrication, vous mettez un insert en post-impression, donc en vous aidant du thermique comme vous pouvez le faire dans le FDM par exemple. Mais non, l'insert c'est vraiment quelque chose qui se fera après l'impression. Après, l'intérêt c'est que la technologie est tellement précise, Nicolas le disait tout à l'heure sur la précision et les différents emboîtements qu'il peut y avoir entre les pièces, et ben que du coup, vous pouvez vraiment, post-impression toujours, mettre un insert en force assez facilement. Il faut savoir aussi que les pièces se réusinent, alors selon les matériaux plus ou moins bien. Il y a des matériaux des fois qui peuvent être un peu cassants. Donc là, il faut vous rapprocher de nous, en effet, si vous avez des phases de réusinage à faire après l'impression. Je continue sur la question. Vous posez beaucoup de questions, c'est très bien. Faut-il un traitement de peinture sur des pièces après impression pour avoir une bonne résistance aux UV? Alors, toutes ces résines, on l'a dit plusieurs fois, ce sont des résines durables, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus sensibles aux UV. Pourquoi? Parce qu'on est sur des machines industrielles qui travaillent sur des longueurs d'onde qui ne sont pas les fréquences d'onde du soleil. On travaille sur du 385 et du 405 nanomètres, pour ne pas rentrer dans le détail, ce qui fait qu'on est sur des pièces qui ne sont absolument pas sensibles aux UV. Néanmoins, vous pouvez quand même être amené à repeindre ces pièces pour des raisons, cette fois-ci, purement esthétiques. Et donc là, on est vraiment sur une rugosité, un RA qui est proche, pour ne pas dire identique, d'une pièce injectée. Donc, il faudra une couche d'après, puis une couche de peinture, comme n'importe quelle matière plastique. Mais ne peignez pas pour une résistance aux UV, il n'y a pas besoin. Question très intéressante, quelle est la différence entre le DLP et le SLA? Donc, le SLA, pour expliquer très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un laser qui va venir, un petit peu comme le FDM, tracer le contour extérieur puis intérieur de votre couche de pièces, puis remplir cette couche via le laser qui est piloté par un miroir. Donc, c'est une technologie, c'est la plus vieille des technologies d'impression 3D, puisque ça a été la première il y a plus de 30 ans, suivi quelques temps après par le dépôt de fil, et inventé, si je ne me trompe pas, par la société 3D Systems, le SLA. Donc, c'est une technologie qui utilise également des résines. Donc, historiquement, les résines n'étaient absolument pas durables et photosensibles, soit dit en passant.
Cette techno a eu plusieurs avantages au fur et à mesure des années. C'était sa précision, puisque sa précision dépendait de la précision du laser. Et donc, on pouvait avoir des courbes parfaitement. Où le DLP, il y a 15 ans, escalier. Comme Manon l'a précisé tout à l'heure, depuis l'invention du DLP par Texas Instruments, l'évolution des processeurs, l'évolution de la technologie LED qu'on utilise tous dans nos téléphones, nos téléviseurs, tous les écrans qu'on a aujourd'hui, fait qu'on a des résolutions qui, pour être poli et parler familièrement, éclatent le SLA. C'est-à-dire que le SLA, à l'inverse, aujourd'hui, devient plus grossier parce qu'on est contraint par le diamètre du laser. Là où aujourd'hui, en termes de DLP, on est sur des résolutions. Enfin, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir le pixel de votre image sur votre écran de télé. Il en sera de même sur le voxel de votre pièce. Donc, la différence, ça va être la précision qui aujourd'hui est meilleure que le DLP par rapport au SLA, ce qui n'était pas le cas au début. Et puis, la vitesse. Parce que le SLA, comme je vous l'ai dit, ça va fonctionner comme le FDM. Donc, le temps de faire le contour intérieur, extérieur de votre pièce plus le remplissage. Là où le DLP va flasher tout de suite toute votre couche, que vous ayez une pièce ou 50 dans le bac, forcément, vous avez des gains de production qui sont énormes. Beaucoup de questions. Il y a que moi qui parle du coup. J'enchaîne. Le prix au litre de la résine. Alors là, on va être sur des prix au litre qui vont aller sur ces résines industrielles durables de 150 € pour la moins chère à peu près, jusqu'à la plus chère, va être la FST, la feu fumé, puisqu'évidemment, on va payer la certification aussi indirectement, où là, on va monter, je crois, de mémoire à 400-450 € le litre. On peut tabler sur une moyenne à 200-250 € le litre de résine. Après, en fonction des machines et du litrage, on peut avoir également des baisses de coûts. Les résines sont à peu près toutes dans la même gamme de prix, que vous soyez sur des machines plutôt entrée de gamme ou aussi sur des machines industrielles. Et l'avantage dans le domaine de la résine, c'est qu'on a énormément de chimistes et de fabricants de résine qui innovent. C'est aussi l'intérêt de cette techno, c'est que la machine que vous achetez aujourd'hui fera certainement fonctionner une résine de demain. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres technologies. Le restant d'une production est-il réutilisable? Donc oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous avez fini de concevoir vos pièces dans votre bac de résine, si vous n'utilisez plus la machine ou si vous voulez changer de résine, vous prenez votre bac et vous le reversez via un entonnoir équipé d'un filtre dans votre bidon. Et donc, la résine est réutilisable. Il n'y a vraiment pas de perte aux alentours de votre pièce, contrairement à d'autres technos. Je pense notamment à la poudre. Si on prend le SLS, le laser va chauffer et va thermiquement contaminer la poudre avoisinante à votre pièce. Là, il n'y a absolument pas ce phénomène dans le DLP. C'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est la technologie où on a le moins de pertes. Faut-il vidanger le bac après impression? Non, pas forcément. Si vous savez que vous allez réutiliser la machine dans les jours qui suivent, vous évitez de laisser le capot ouvert. Vous avez vu qu'on est sur des capots qui sont orangés. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour protéger des UV. Donc, si vous savez que vous allez réutiliser la machine, vous pouvez laisser votre bac dedans. Si vous partez en vacances, on va vous conseiller évidemment de vider votre bac. Voilà. Les résines dures sont des bases époxy, uréthane et acrylate. Oui, tout à fait. On a, comme on disait, plus de 170 résines donc, qui ont en effet des bases assez différentes, mono, bicomposants, etc., avec de l'époxy, de l'uréthane ou de l'acrylate. Ça va dépendre des résines. Les résines se conservent-elles un certain temps dans le bac? Je viens d'y répondre. La question que vous ne m'aviez pas posée, ou en tout cas je ne suis pas encore arrivé, c'est la résine dans son bidon. Elle est donnée pour une durée de péremption d'1 an, mais ça ne bloque absolument pas la machine. C'est-à-dire que si votre bidon a plus d'1 an, déjà, il va falloir penser à l'utiliser, votre machine, mais ça ne vous bloquera pas pour lancer un print. Il n'y a pas de système de verrouillage ou autre. C'est un grand chelem là pour moi, j'arrête pas. Résistance mécanique identique en FDM et DLP sur une pièce en ABS. Alors non, la résistance n'est pas identique par rapport au FDM, elle est à 80% des cas supérieure. Pourquoi? D'abord parce que les pièces elles sont isotropes, je le dis, je le redis. C'est-à-dire qu'on va avoir la même résistance en XY qu'en YZ.
que votre pièce soit imprimée à plat, allongée, en diagonale, vous allez donc avoir les mêmes résistances, donc ce qui n'est pas le cas dans la technologie FDM, où plus votre fil sera fin, moins la surface d'adhérence intercouche sera bonne. Ensuite, parce que les résines aujourd'hui, et n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir les tests d'effort à STM ou autres, présentent aujourd'hui des résultats qui sont au-delà de ce qu'on va trouver en ABS. Il faut savoir que l'ABS aujourd'hui en fabrication additive, notamment FDM, ça va un peu tout dire et rien dire, puisque l'ABS d'un fabricant à l'autre ne va pas avoir les mêmes proportions d'ABS pur, je dirais, à l'intérieur, va souvent être coupé avec plein d'autres choses. En résine, on peut pas mentir avec un nom, puisqu'on est sur un simili de quelque chose, donc il faut que ce soit à minima aussi bien que ce qu'on essaie de copier, donc en général, c'est beaucoup mieux. Peut-on réaliser un traitement thermique afin de réorganiser les chaînes? Alors, sur certaines résines, oui. Certaines, alors, très peu, mais certaines résines aux températures demandent en effet un recuit thermique derrière pour réorganiser les chaînes, tout à fait. Donc, sur le côté recyclage, la personne repose la question, même 5 ans plus tard, non, il n'y a rien pour recycler ces résines. Elles auront perdu leur nanoparticules actives. Quelle recalibration, maintenance nécessaire? Je vais passer la main à quelqu'un parce que je commence à m'essouffler. Je ne sais pas qui veut prendre la question. Quelle est la recalibration ou la maintenance nécessaire sur les machines? Nicolas, Vincent, Manon. Je suis tout seul. Non, si personne réagit, je te viens en aide, Olivier. C'est le temps d'appuyer sur le bouton. Allez-y, Nicolas, si vous voulez. Non, c'est Vincent, Vincent qui parle. Ouais. Je dirais, en termes de calibration, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a une calibration pour le plateau, qui est à faire une seule fois et au début. Et puis après, c'est si vous changez de résine, il y a des petites pièces imprimées qu'on vient mesurer par la suite. On incrémente des valeurs dans la machine. Et après, tout est intégré et c'est parti. Mais en termes de calibration, ça demande vraiment peu de temps homme. Et voilà, c'est très, très simple. Merci de m'avoir aidé. Bon, je crois qu'on a terminé le grand chelem des questions-réponses et c'est vous qui nous avez fait dépasser de l'horaire. On était dans les temps. N'hésitez pas à poser vos dernières questions là, mais je crois qu'on a répondu à tout. Normalement, on n'a oublié personne. Je le dis, le redis, rendez-vous la semaine prochaine à Lyon, à Eurexpo, pour le salon 3D Print, stand C18. Vous verrez toutes les machines qu'on vous a montrées aujourd'hui. Vous verrez également en technologie FDM l'Intamsys 610 qu'on a présenté il y a 2 semaines en webinar, donc qui est la plus avancée des machines FDM aujourd'hui sur le marché. Elle sera présentée pour la première fois en France, donc la semaine prochaine, sur notre stand de C18. Si vous ne voulez pas aller sur Lyon, eh bien, on pourra se retrouver également à Villepinte sur le salon Global Industrie du 17 au 20 mai. Et puis sinon, dans nos différents showrooms que vous avez pu entreapercevoir tout à l'heure à travers nos webcams. Voilà, pas d'autres questions. Non, des merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui m'ont énormément aidé ce matin. Je pense à toutes les agences 4Vision et évidemment la participation très active et le retour d'expérience de Nicolas et Kevin de chez Edalis, qui se tiennent également à votre disposition si vous avez d'autres questions. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous remercie tous pour votre disponibilité de ce matin. Vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher. Dedans, la question est posée si vous souhaitez avoir l'enregistrement de ce matin. Donc, n'hésitez pas à répondre oui. On vous enverra le lien pour partager, si vous le souhaitez, ou revoir cette session de ce matin sur le DLP. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine sur le salon 3D Print. Venez nous voir nombreux. Edalis s'exposera également. Donc, venez nous rencontrer et échanger avec nous. Très, très bonne journée à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.